Au tournant de juin-juillet 1945, la bataille d'Okinawa est bien apparue comme un enjeu décisif avant l'assaut final vers les principales îles du Japon. Pour attaquer la flotte anglo-américaine de débarquement, le haut commandement japonais a sacrifié plusieurs milliers de kamikazes. Bien que l'armée ait perdu l'île, son moral en est regonflé, telles sont grandes les pertes infligées à l'ennemi. Voilà la situation à un moment où reprennent les bombardements massifs sur les grandes cités du Japon. Pour commenter les actualités japonaises et américaines, les dernières actualités japonaises avant le lancer de la bombe atomique, nous sommes avec le professeur Kitayama de l'université Rikyo à Tokyo, à qui je demande, à la date où nous sommes, c'est-à-dire au mois de juillet, qu'est-ce que les Japonais craignent le plus, d'une part les militaires, d'autre part les civils, les bombardements massifs ou le débarquement? Probablement pour les Japonais de l'époque, ce dont ils avaient plus peur était le débarquement de l'armée américaine. Et pour ce qui concerne le bombardement, par exemple, du 9 au 10 mars, il y a eu un grand bombardement massif sur la ville de Tokyo, de grande ville principale, il y a eu beaucoup de bombardements. Et ce que les Japonais craignaient le plus, c'était le débarquement de l'armée américaine. Les Japonais avaient préparé les lances en bambou pour faire face à cette arrivée massive de l'armée américaine. Tous les Japonais se considéraient comme des soldats pour faire face à ce débarquement. Eh bien, on va voir les activités japonaises, encore une fois les dernières, avant la bombe, et nous les commenterons au fur et à mesure de nos besoins.故元帥陸軍大将海印宮琴仁親王殿下の御霊を送り祀る国葬の恩義は6月18日帝都豊島ヶ丘御墓所において厳かに執り行わせられました。祭官長多田陸軍大将祭祀を申す。勅使拝礼。喪主春人を御悲しみのご拝礼あらせらる。石渡宮内大臣拝礼部位を申す。続いて鈴木内閣総理大臣。平沼枢密院議長以下文部諸院の拝礼あって奏上の恩義を滞りなく終えさせられました。ですね、これは関西宮の葬儀なんですけども、関印宮はest né en 1865 et il est venu en France en 1882 et il a fait ses études militaires en France et il retourne au Japon en 1899 et entre 1931 et 40 il était le chef d'état-major. Donc durant la guerre sino-japonaise et pendant toute cette époque, il était le responsable de l'armée de terre et il dirigeait le mouvement de l'armée. Et les obsèques de cette personne marquent pour la plupart des Japonais la fin d'une époque où l'armée de terre avait encore son rôle à jouer au Japon.
県の敵艦船軍に対し我が海軍雷撃隊出動。敵もまた苦しい補給の戦いを続けている。この敵艦船を叩き潰し補給の腰をへし折らんと巨大な魚雷を抱いて我が雷撃隊は出撃する。神風特攻神雷特攻に相抗をして各基地から敵船団の頭上へ。必殺の魚雷は新鋭雷撃機天山の腹へしっかと抱え込まれた。攻撃は決して一度で終わるのではない。再び三度敵艦船のたゆるまで愛知天山を勝って我が雷撃隊の精鋭は連続攻撃をかけるであろう。南西諸島の海域にようやく雨雲を垂れ込めて雨季来る。しかも我が荒わしは雨雲を突き破って鉄艦に肉薄する。一発強沈の戦果を上げるまで。本州近海に出没する敵潜水艦制圧の任にあたる海軍水上機基地。哨戒索敵の海域が慎重に決定される。沖縄をめぐる戦いはまさに補給の戦いである。我が補給を阻む敵潜水艦を必ず叩く。すなわち補給戦に勝つ。それが我々の任務だ。隊長の訓示終わって出撃。人色の対応に泡つくほどの潜水艦の船を求めるそのロープ。急速先行する敵潜水艦を発見。この任区の戦いに参加しているもう一つの船体海防艦。敵潜水艦の所在海域へ急行。電탄が位置を確認。爆雷攻撃を加える。Professeur Kitayama, ce qui m'étonne dans ces activités japonaises, c'est qu'à un moment où les Américains se rapprochent de plus en plus du Japon,
et où la défaite des flottes japonaises s'est manifestée en 2-3 circonstances, on nous montre justement des sous-marins. Or, les sous-marins, c'est précisément, la lutte sous-marine, c'est précisément ce qui a fait le plus défaut au Japon. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a perdu un certain nombre de batailles. Et puis alors, dans le sujet suivant, on va nous montrer des chasseurs japonais chargés d'intercepter les B-29, qui bombardent avec une grande force toutes les villes japonaises, des unes après les autres, systématiquement. Or, on sait que sur 30 000 sorties des B-29, ces chasseurs n'en ont détruit que 75 appareils. N'ont détruit que 75 appareils, c'est-à-dire rien. Alors, c'est une forme d'encouragement à la société qui est peu crédible, et c'est une forme de propagande un peu dérisoire de montrer ce qu'il y a de moins fiable dans la défense japonaise. Enfin, à mon sentiment.我々の航空戦闘機隊の任務は極めて重大であって、これら航空機、兵器、弾薬、そういうものを作る工場主体、あるいはこれを送る輸送機関、そういうものをいろいろ格納しておく倉庫、こういったようなところを敵の爆撃から防御しなければいけない。これは我々の今任務である。であるからみんなはなお一層訓練努力して、その大連の優秀機をもって敵を全部叩き伏せなければならないのだ。はい、敵の戦闘機類将に入られた場合、その機体操作はどうしたらいいかな。まず
敵が自分から右からなら右、下ならば敵の角度が深くなるように手と足を体操でしてグッシュート飛行機がこういう格好になる。それでハーフロールで下へ下がったんじゃまずい。だからここでこっちからグッと来たならばこれこういう風になるように逃げてProfesseur Kitayama, vous êtes spécialiste des problèmes du pouvoir impérial. Au moment où nous sommes, l'empereur Hirohito ne va pas entrer en scène parce qu'il est déjà entré en scène plusieurs fois, mais son rôle va devenir déterminant avec son nouveau gouvernement, avec l'intervention du prince Konoye. Comment se présente la situation ? Eh bien, au mois d'avril, l'armée américaine commence effectivement le programme de débarquement à Okinawa et un nouveau gouvernement de Suzuki Kantaro est né. Je pense que c'était un changement envisageant l'arrêt de la guerre. Mais déjà le 14 février, le prince Konoye a cité à plusieurs points en détail pour expliquer au peuple que la guerre est loin d'être gagnée. Et la défaite de cette guerre, combinée avec la montée du Parti communiste, préparait un danger pour le régime d'État. Mais Hirohito ne pouvait pas arrêter cette guerre avant d'avoir des résultats encourageants. Et malheureusement, ces résultats encourageants n'étaient pas venus. Le prince Konoye, c'est celui qui avait démissionné au début de la guerre, n'est-ce pas? Et qui avait été favorable à un accommodement possible, bien qu'il soit un des principaux responsables de la guerre en Chine. Je crois, je le rappelle un petit peu parce qu'on n'en a pas parlé depuis, j'allais dire depuis 2-3 ans. Oui, c'est juste, durant 3 ans et demi environ, le prince Konoye ne pouvait pas voir Hirohito. Mais la défaite s'annonçant de plus en plus et n'ayant plus d'autre choix,
le prince Konoe, qui était réservé comme la dernière carte à jouer, réapparaît sur la scène politique. C'est dans ce contexte que le 22 juin, durant précisément la période qui est montrée dans ces images d'actualité, un conseil suprême est réuni et Hirohito décide l'arrêt de la guerre. Seulement, dans l'esprit de Konoe, qui a changé le scénario, il y avait l'idée de faire porter la responsabilité à l'armée, et à l'armée de terre en particulier. Ce pour le maintien du régime de l'État. Dans le pire des cas, il pensait même à l'abdication d'Hirohito. Konoe a dit que l'important était le maintien du système impérial ou le régime d'État, plutôt que Hirohito en personne, ce qui a été compris beaucoup plus tard. C'est-à-dire que les militaires, au fond, si je vous comprends bien, jugeaient qu'il fallait continuer la guerre pour sauvegarder l'empereur, alors que le prince Konoye jugeait qu'il fallait arrêter la guerre, quitte à sacrifier l'empereur pour sauver le principe impérial. C'est bien ça? Oui, c'est exactement cela. Mais il était impossible que Konoe lui-même dise d'une façon directe pareille chose à l'empereur. Donc ça se jouait en quelque sorte avec des cartes un peu truquées. On ne disait pas vraiment ce qu'on pensait. D'ailleurs, on ne le dit jamais en politique. Néanmoins, là, c'était tout à fait clair. Et c'est pour ça que l'empereur était hostile au prince Konoye, finalement. Oui, c'est cela. Et alors, que pensaient les militaires? Comment pensaient-ils continuer la guerre? Eh bien, les militaires pensaient que si l'on ne poursuivait pas la guerre, on ne pouvait pas maintenir le régime d'État. Il fallait continuer la guerre jusqu'à la mort de tout le peuple, s'il le fallait, pour sauvegarder le régime. Cela dépassait l'entendement et constituait une croyance. Mais, bon, vous-même, vous étiez, j'imagine, un bébé à l'époque, un enfant. Bon. Mais vos parents, votre milieu, etc., comment pensaient-ils que la situation pouvait être sauvée? Ils pensaient au sacrifice suprême de 100 millions de Japonais, comme le disaient les chefs militaires, ou ça, ils allaient obéir? Quelle était la mentalité des Japonais qui étaient bombardés de plus en plus devant ce désastre? C'est le 12 juillet, je crois, que le prince Konoe rencontre Hirohito. À cette occasion, Konoe lui dit que le peuple en est arrivé à critiquer l'empereur et que le maintien de l'ordre devenait difficile. L'empereur agrée à ces remarques. Cependant, l'empereur lui-même dit que l'on ne peut pas arrêter la guerre tant que le maintien du régime n'est pas assuré. Parce qu'au moment où nous sommes, si je ne me trompe pas, le gouvernement japonais a entrepris des négociations sans succès avec les Russes, avec les Soviétiques, en espérant qu'ils joueront le rôle d'intermédiaire, alors qu'en fait, ils vont déclarer la guerre, mais ça, on ne le sait pas encore, n'est-ce pas? Et peut-être que le prince ou Suzuki ou l'empereur comptent sur cette intervention soviétique ou pas du tout, parce que les militaires la craignent, eux. Les militaires ne s'attendaient pas vraiment à l'invasion des troupes russes en Mandchourie, au nord de la Chine. C'est là mon impression. Cela dépasse la probabilité de gagner ou de perdre la guerre. Ce dont il s'agissait là était le maintien ou non du régime. C'était probablement comme une croyance aveugle. Oui, la croyance est le mot qui convient. Au fond, à vous écouter, on a l'impression que le problème du maintien de la dynastie était, au fond, plus important dans les discussions entre militaires, prince Konoye et empereur, que l'avenir même de la nation japonaise. Oui, c'est exactement cela. Mais d'après les témoignages postérieurs à la guerre, plutôt que donner la priorité au peuple, il était important de maintenir le régime, et c'était là la façon de penser des dirigeants. Eh bien, on va voir maintenant, si vous voulez bien, les actualités américaines, et elles parlent évidemment de cette période très difficile pour le Japon, puisque pour les Américains, ils espèrent que ce sera bientôt la fin, mais on va voir qu'ils ont peur de la suite des événements parce qu'ils ont subi beaucoup de pertes.
New York, the big city really goes to town for General Ike. It's Eisenhower Day by official proclamation. And of all the welcomes ever held for heroes here, today's for Dwight D. Eisenhower is the biggest and the best. At 10 in the morning at Eisenhower Day, the General's plane arrives at LaGuardia Field. London, Paris, Washington, many cities have paid him homage. The now Bay of LaGuardia welcomes him to New York, and the beginning of one of the most tumultuous greetings of them all. The Kansas farm boy, who became one of the world's greatest military leaders, starts on the triumphal procession into the eagerly waiting city. The first half of his 37-mile tour is over Triborough Bridge, through Central Park, down Fifth Avenue to City Hall. The Eisenhower motorcade speeds over Triborough Bridge and into Manhattan. A Legionnaire from Brooklyn breaks through police lines to give his favorite general the key to the Legionnaire's favorite borough. Four million people are lined up along Ike's route, a record crowd. Entering Central Park, the motorcade winds south. Eisenhower salutes 30,000 children, American children for whose future peace he led Allied arms to brilliant victory. Down Fifth Avenue and New York goes wild. Past St. Patrick's Cathedral, where churchmen join the admiring millions. Past Rockefeller Center and the Fifth Avenue Library. One admirer who wants to shake hands is ruled out of order. 9,000 police help keep order along the route today. At City Hall, halfway mark for the parade, 250,000 await Eisenhower's first speech of the day. LaGuardia, commenting on the reception so far, introduces Ike by saying, "And General, you ain't seen or heard nothing yet." To Dwight D. Eisenhower goes a medal and scroll from the people of New York conferring honorary citizenship. Ike accepts with a warning to the mayor. Mr. Mayor and New Yorkers, as my first act as a citizen of the city of New York, I want to issue to the mayor a word of warning. New York simply can't do this to a Kansas farmer boy and keep its reputation for sophistication. From City Hall up Broadway, traditional avenue of heroes, through paper snowstorms. Asked to conserve paper, New Yorkers throw merely 77 tons today, a tiny fraction of peacetime demonstrations. Jam-packed Times Square gets only a glimpse of the speeding motorcade, but even a glimpse starts wild enthusiasm. Uptown at the Polo Grounds, where the Braves face the Giants, 27,000 baseball fans hail the guy who pitched a shutout against the Bearmouth. A fellow who once played semi-pro ball himself and was an athlete at West Point. Ike shakes with a GI with famed dancer Bill Robinson and Boston's manager Coleman and the Giants' Mel Ott, who present him autographed bats and baseballs. Behind first base, the nation's top hero is just another baseball fan watching Rucker of the Giants smack out the game's first hit. Fourth inning, and the rains came, driving Ike to shelter, still wearing that famous Eisenhower smile. Then wind-up of Ike's astounding New York triumph with a banquet and a speech. In the midst of this great celebration, let us not forget that there is still a war being fought in the Pacific. This war in the Pacific will be won, and it will be won in the speediest possible time because America will put her heart and her whole effort into it. When that is done, we face two problems that are related. One, jobs for all the soldiers, and two, peace.
Prosperous nations are not war hungry, but hungry nations will always go to war. Jap surrenders on Okinawa, big news in the Pacific. Final victory in the bloodiest battle of war in the Far East. Now, this strategic base, 330 miles from Japan's home islands, is ours. The flag goes up on the very doorstep of the enemy. Big news as General Vinegar Joe Stilwell, famed expert on China, is appointed commander of the American 10th Army, now on Okinawa. Big news as Nimitz and MacArthur prepare for great new blows to follow the victory on Okinawa. Today, Japan still controls a vast empire of 3 million square miles, approximately the same size as the entire United States. For the final knockout, we can now strike against the Japanese in any direction. Our Navy task forces are ready for the final blow. Big news as General Marshall announces gigantic new attacks by our B-29s. In the year to come, 2,700,000 tons of bombs will smash Japan. Almost twice as many as fell on Europe in 3 whole years. Une guerre est toujours quelque chose de cruel. Et c'est un sentiment universellement partagé, je pense. Mais comme nous avons entendu le général Eisenhower dire tout à l'heure, l'armée américaine réclamait la paix. Cela veut dire que cette guerre est menée pour gagner la paix. Mais quand je vois ces images atroces, j'ai un sentiment un peu mitigé. Big news from the Navy as our great fleet masses for new surprises for jittery Japan. Planes return to their carriers after strikes, many of them coming in the hard way. And today, the desperate Japanese, driven to any extreme by the wholesale firepower of our Navy, speeds up the use of a new weapon, kamikaze, suicidal pilots who dive squarely into our ships to sink them. It is a tactic that has been used before, but never with such frequency as at Okinawa. Inside Japan, the story behind kamikaze. These people, long trained to blind obedience and worship of an emperor, teach their children that ceremonial suicide is one of the greatest acts of which man is capable. Kamikaze pilots are men trained for death, most of them flyers between 18 and 20. Great celebrations are held to honor them after their special training course, and prayers are said. The pilots are as good as buried, and they know it. But for the moment, the prettiest geisha girls entertain them. Their pictures appear in Japanese newspapers as national heroes. Garbed in ceremonial robes, their heads are shaved except for a small patch of hair. During their last days, they walk solemnly through the streets. Then they are ready for their fatal mission. This is the big day. To prize of Banzai, they prepare for a last flight. A flight that may destroy some American colony. Many of their planes are small rocket-propelled planes launched from a larger aircraft and guided by a suicide pilot. He wears no parachute. He is locked into the cockpit. His plane is without landing gear, and it detonates with a huge explosion on contact. And from Okinawa come first pictures of this deadly weapon called the Baka bomb.
Over 2,000 pounds of explosives are built into its nose, the Jap version of Germany's buzz bomb. And now, for the first time, the Navy releases actual films of these amazing kamikaze attacks, films the world waited to see. Miss on a destroyer. One of our carriers is hit, a carrier of the Essex class. Firefighting crews rush to keep the damage from spreading. Suicide planes can cause plenty of damage. Even though they're hit, they still come on. Islands of carriers become the special targets of the kamikaze. Only 10% of the planes ever get through our outer air defense ring, and of this small number, 90% are shot down before they reach the core of the fleet. Is costly for the Japs. In 2 months, the enemy lost a total of more than 3,500 aircraft. The famous carrier, the Bunker Hill, is hit. A Jap fighter spreads great fires among the carrier's planes. The flight deck is a furnace. Members of the crew are rescued from the sea while the fight to save the ship goes on. The suicide weapon of the Japs has resulted in acts of heroism by our own men that we must never forget. Cruiser, the Wilkes-Barre, comes alongside to fight the flames, her bow hard against the Bunker Hill starboard quarter. Another explosion is possible at any moment. Air attacks during the Okinawa campaign, mostly by Jap suicide pilots, sank 33 ships and damaged more than 50 others. But no battleship, fast cruiser, or carrier has been sunk. And the Bunker Hill, like the Franklin, will live to fight again, saved by the heroic devotion of her crew. On another carrier, one of our planes lands and loses its emergency gas tank. It bursts into a roaring inferno. But the pilot is saved. The tank that did the damage is cooled off permanently. Another pilot is trapped in a burning plane. He appears to be dead, or perhaps he has only lost consciousness. But in the face of almost certain death, he is brought through to safety. Remember men like these the next time you decide to forget that extra bomb. Remember and match their suffering with your dollars. The milestones to Japan are marked with suffering and death. In 2 short months of the 5th Fleet's operations off Okinawa and Japan's home islands, over 4,000 were wounded, over 4,000 dead or missing. These are the greatest naval casualties in almost 4 years of war.
final volley. Today, the way to Japan lies ahead. In spite of kamikazes, in spite of hell in the Pacific, the Navy sails forward. We, the peoples of the United Nations, momentous beginning of the great new charter for world peace just forged by 50 nations at San Francisco. Here, some 200 men and women from the far corners of the earth labored for 8 weeks, building an organization to stop war. At Paramount Hotel, President Truman received some famous guests. South Africa's Jan Christian Smuts, who signed at Versailles. Admiral Nimitz, who in the midst of plans for peace must see his commander-in-chief about war. The Charter of the United Nations, which you are now signing, is a solid structure upon which we can build for a better world. History will honor you for it. Between the victory in Europe and the final victory in Japan, in this most destructive of all wars, you have won a victory against war itself. Let us, therefore, each in his own nation and according to its own way, seek immediate approval of this charter and make it a living thing. By this charter, you have moved toward the goal for which that gallant leader in this second world struggle worked and fought and gave his life, Franklin D. Roosevelt. This new structure of peace is rising upon strong foundations. Let us not fail to grasp this supreme chance to establish a worldwide rule of reason, to create an enduring peace under the guidance. Professeur Kitayama, vous avez étudié un peu les silences de l'histoire et notamment la façon dont parler de cette guerre est un peu un tabou, surtout à cause des crimes commis par l'armée japonaise en Chine, notamment. Comment aujourd'hui c'est un problème encore très délicat. Mais il y a 2-3 points sur lesquels j'aimerais votre sentiment. D'abord, quel souvenir garde-t-on au Japon aujourd'hui du comportement des kamikazes? Bien, pendant la guerre, ils étaient des héros nationaux. Et il existe même un mot comme les âmes nationales qui sont mortes pour la patrie. Mais très tôt après la guerre, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que ce sacrifice était inutile et vu par les gens de ma génération et celle qui suit, c'est considéré comme une chose qui a été totalement inutile. Et alors, globalement aujourd'hui, on est divisé, mais est-ce qu'on juge que c'était une guerre impériale, comme on dit, ou une guerre de conquête ou de libération des peuples opprimés, birmans, etc., etc. Est-ce que le Japon se considère comme victime de guerre ou au contraire comme un bourreau? Probablement vers la fin de la guerre, comme il y a eu beaucoup de bombardements tout azimut, ainsi que les bombes atomiques à Hiroshima et à Nagasaki, la plupart des Japonais qui ont vécu ces événements se considèrent comme des victimes. Ou bien ils pensent que l'armée était fautive, mais les citoyens étaient simplement des victimes. Ce sont ces sentiments-là qui sont les plus forts. Il y a eu certes des manipulations de l'opinion publique après la guerre, mais beaucoup partagent ces sentiments. Ce n'est que très récemment qu'on parle de l'expansion impériale en Asie et de ce que le Japon a fait souffrir beaucoup de populations en Asie pour le compte du gouvernement militaire impérialiste. Cette autocritique s'est faite au jour, mais ce n'est pas une observation partagée par tous.
Alors il appelle cette guerre la guerre du Pacifique, ce qui serait une manière de dire qu'il a été un agresseur, ou la guerre de la Grande Asie, qu'il a été un libérateur des peuples coloniaux, ou un bourreau pour d'autres. Quelle définition vous donnerez de la guerre? Pendant la guerre, on nommait cette guerre la guerre de la Grande Asie. Il y avait le prétexte de libérer les populations d'Asie opprimées par les Occidentaux, mais cette appellation a tout de suite disparu après la guerre et a été remplacée par la guerre du Pacifique. On dit que c'est une expression que les Américains ont inventée, mais l'important, c'est de mettre l'accent sur la guerre entre les Américains et les Japonais et de déplacer le centre de gravité vers un conflit entre le Japon et les États-Unis ou le Japon et les Alliés, dans le but d'exclure le sentiment de culpabilité d'avoir envahi la Chine. Donc une théorie opportuniste. Pour les gens de notre génération, on ne dit pas que c'est la guerre du Pacifique, ni la guerre de la Grande Asie. On préfère dire la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est une forme de compromis et de sagesse. Oui, sans doute. Et selon l'appellation qu'on donne à cette guerre, on situe davantage le fascisme japonais dans l'histoire du monde. Je crois qu'il s'agit ici d'une différence de point de vue. Merci, professeur Kitayama, de nous avoir éclairé sur la façon dont on peut interpréter cette guerre, aujourd'hui, au Japon. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités allemandes et soviétiques.